Parmi les grandes découvertes qui marquent le passage à une autre époque, Campanella, en 1602, considère qu'il y a d'une part la poudre à canon, il y a la découverte de nouvelles terres et enfin il y a la découverte de l'imprimerie. En 1620, Francis Bacon, le chancelier d'Angleterre, dans son Novum Organum, donne les mêmes raisons pour marquer le passage à un âge nouveau. Et en 1794, Condorcet, dans son tableau des progrès de l'esprit humain, donc en l'an 3, considère également que l'imprimerie marque le point de départ d'une époque nouvelle. C'est la raison pour laquelle je vais m'attacher aujourd'hui à l'histoire du livre imprimé pendant l'époque moderne, à savoir du XVe au XVIIIe siècle. Alors, l'imprimerie est née à Mayence au milieu du XVe siècle. Son inventeur est le célèbre Gutenberg. Gutenberg va innover dans la mesure où il va concilier, rassembler un certain nombre de procédés qui existaient précédemment et en faire donc une découverte, une invention tout à fait révolutionnaire. En effet, les Chinois, déjà depuis plusieurs siècles, gravaient dans le bois des textes, en particulier des édits impériaux, et pour les faire connaître, ils plaquaient sur du papier, après avoir ancré les parties saillantes de ces planches de bois, ils plaquaient donc ces planches sur du papier qui pouvait être tiré en de nombreux exemplaires. Il y avait toutefois un problème, c'est que lorsque l'on applique ces planches sculptées et ancrées sur du papier, elles finissent par s'user. On ne peut donc pas en tirer un nombre d'exemplaires très très important sans que le texte des calligraphes ne soit altéré. D'autre part, l'encre mange également le bois. Ensuite, les caractères qui se trouvaient sur ces planches n'étaient pas mobiles. Donc, ces planches ne pouvaient servir que pour une seule impression, même si le tirage pouvait donner lieu à des exemplaires multiples. Il a fallu donc inventer des caractères mobiles et surtout des caractères qui puissent résister à l'usure du temps. Et c'est ce qu'a fait Gutenberg. Le procédé du papier existait depuis déjà plusieurs siècles, chez les Chinois, chez les Arabes également. On trouve au XIIIe siècle en Italie ce papier, donc on n'utilise déjà plus le parchemin à ce moment-là, qui coûte beaucoup trop cher. Et Gutenberg va donc trouver un métal qui ne s'oxyde pas, à savoir le plomb. En effet, si vous utilisez du cuivre ou du fer, qui sont des métaux communs, en s'oxydant, comme vous le savez, le cuivre va verdir et le fer va rougir. C'est donc le principe de la rouille. Ce qui n'est pas le cas du plomb. C'est bien la raison pour laquelle, pour les dents, on utilise du plomb. Maintenant, on utilise des
amalgames plus sophistiqués. Enfin, pendant longtemps, on a utilisé du plomb pour boucher les trous formés par les caries dans la bouche. Il invente donc ce procédé. La première impression qu'il réalise est une Bible. Alors pourquoi la Bible? Parce que c'était l'ouvrage le plus lu à cette époque-là. Pendant tout le Moyen-Âge, c'était le livre par excellence, comme d'ailleurs son nom l'indique, puisque Bible signifie livre en grec. Ton biblion au singulier, ta biblia au pluriel. Donc Bible vient du neutre pluriel en grec qui signifie livre. Je vous ai dit que la première impression se fait à Mayence sur le Rhin. Et c'est donc dans la région du Rhin que l'imprimerie va se diffuser le long de la région rhénane, mais aussi en Suisse et par-delà en Italie, à Venise, à Rome et à Naples, à Paris également. Avant 1480, c'est donc uniquement dans les villes que je viens de citer que l'on trouve donc des presses. Donc je répète, dans la région rhénane, en Italie et à Paris. Et à partir de 1490, l'imprimerie va se diffuser à un rythme étonnant, extrêmement rapide. Aussi bien en France, on ne va plus seulement voir Paris, on va voir aussi Lyon, par exemple, un petit peu partout en Allemagne, en Italie, cela va pulluler, dans nos régions, dans les Pays-Bas, à Louvain et à Anvers, et dans ce qui s'appellera plus tard les Provinces-Unies, et ça fait encore partie des Pays-Bas à ce moment-là, à Amsterdam. Des presses vont apparaître également en Angleterre, et on peut dire que au début du XVIe siècle, on trouve un petit peu partout des presses en Europe occidentale. On en trouve même en Europe centrale. On trouve une imprimerie à Cracovie, on en trouve une à Prague, on en trouve une également à Budapest. Donc, c'est une invention qui se répand très très rapidement. Il faut se dire que l'imprimerie a eu un rôle de multiplicateur de l'information extrêmement important. En effet, vous vous souvenez sans doute que vers 3000 avant notre ère, il y a donc 5000 ans, un procédé révolutionnaire avait été inventé pour transmettre des informations. C'était l'écriture, qui apparaît en Mésopotamie et en Égypte. Eh bien, l'imprimerie va jouer un rôle de diffusion de l'information, et du savoir en particulier, mais pas seulement, à partir du XVe siècle. L'étape suivante, vous la connaissez, c'est celle que nous avons tous vécue, c'est la révolution informatique qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, presque tout le monde possède donc un ordinateur. Et grâce au procédé de l'Internet, qui date d'une vingtaine d'années, eh bien, les informations peuvent circuler dans tous les sens à travers le monde. Donc ce sont 3 dates importantes dans l'histoire de l'humanité, aux environs 3000 avant Jésus-Christ, vers 1450 en Europe occidentale, et enfin, je dirais, après 1960, comme point de départ pour la révolution informatique. Maintenant, on va voir quelles sont
les principaux imprimeurs. Il y en a quelques-uns dont il faut connaître le nom. Je vous ai parlé de Gutenberg tout à l'heure. On peut citer également pour nos régions le nom de Thierry Martens à Alost. Au XVIe siècle, il y aura également une dynastie importante qui va s'implanter, c'est celle de Plantin et de son gendre Mauritius. Les éditions Plantin existent toujours, même si, évidemment, elles n'appartiennent plus à cette famille illustre qui remonte au XVIe siècle. On va trouver à Paris également un imprimeur humaniste très célèbre qui est Estienne, qui va aussi fonder une dynastie. Et enfin, un autre imprimeur humaniste célèbre, c'est Aldo Manucci à Venise. Ce sont des grands noms que ces personnages. Dans le cas d'Aldo Manucci, le dernier que je vous ai cité, il a même rassemblé autour de lui, car c'est un intellectuel, toute une série de savants, d'écrivains, qui régulièrement se réunissaient chez lui dans ce que l'on appelle l'Académie Aldine. Quels sont les premiers utilisateurs des livres? On peut les ranger en 3 catégories. Première catégorie. Première catégorie, vous avez les ecclésiastiques. En effet, les ecclésiastiques ont besoin de pouvoir accéder à cette littérature religieuse abondante. Donc, des imprimeries vont s'implanter dans les sièges des évêchés et des archevêchés, en particulier le long du Rhin dans un premier temps. Deuxième catégorie, les universitaires. Je dirais même que ça va de soi. Les universités, c'est le monde du savoir, c'est le monde de l'enseignement, et on ne peut pas imaginer d'enseigner et de s'informer sans livres. Donc, des centres d'imprimerie vont s'implanter d'abord dans les grandes villes universitaires et plus tard, dans le courant du XVIe siècle, dans de plus petites. Enfin, dernier lieu où s'implantent les imprimeries, ce sont les lieux de juridiction. Donc tout d'abord, là où se trouvent des tribunaux importants, et puis ensuite dans des villes secondaires où se trouvent des tribunaux moins importants, je pense en France à des présidiaux par exemple, qui datent, à l'époque de Henri II, qui règne au milieu du XVIe siècle. Voilà. Donc, c'est dans ces régions-là que s'implante l'imprimerie, car il y a une clientèle potentielle relativement importante. Alors on va voir maintenant que l'imprimerie s'inscrit très rapidement dans le cadre du système capitaliste. C'est un métier nouveau qui s'inscrit dans le cadre de cette croissance rapide de l'Occident depuis la deuxième moitié du XVe siècle. Et au XVIe siècle, on peut dire que l'imprimerie est vraiment, je dirais, appartiendrait à ce qu'on appellerait maintenant, vous savez, ces technologies nouvelles de l'information, ce qu'on appelle les TIC maintenant, hein, donc les technologies de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, beaucoup de ces premières imprimeries sont ce qu'on pourrait appeler des start-up. Vous savez, hein, comment dirais-je, ces petites sociétés qui fleurissent en Californie, qui connaissent parfois qu'un été, mais dont certaines conduisent à la production la fabrication de produits nouveaux qui, un jour,
vont être inondés le marché. Il y a donc un commerce des livres. Alors tout d'abord, quelques aspects économiques. D'emblée, l'imprimerie s'inscrit dans le cadre de la libre entreprise. C'est-à-dire que ces imprimeurs vont chercher à faire beaucoup de profit, et cela n'empêche que parmi eux, il y avait quelques humanistes, les deux ne sont pas contradictoires, mais ils s'inscrivent dans un rapport de force avec une main-d'œuvre ouvrière, mais une main-d'œuvre ouvrière qualifiée, les typographes. Et très rapidement, dans la première moitié du XVIe siècle, il y a des conflits sociaux, par exemple à Lyon ou à Paris, en 1539. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, l'État royal en France va vouloir réglementer cette profession nouvelle. En effet, ces ouvriers, dans un premier temps, n'appartiennent pas à une corporation. C'est un métier tout à fait nouveau. Les corporations étaient certainement un facteur de, comment dirais-je, de conservateur dans cette société de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais les corporations avaient l'avantage de fixer par écrit les heures de travail, les conditions de travail et les salaires. Et c'est ainsi que le pouvoir royal, donc François Ier, dans la première moitié du XVIe siècle, va chercher à réglementer cette profession. D'autant plus que le pouvoir voit tout de suite l'intérêt qu'il y a à diriger cette profession qui peut lui être très utile. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, le roi François Ier va donc interdire les licenciements abusifs. Il y aura ce qui aura pour contrepartie que les ouvriers qui travaillent dans les imprimeries ne pourront pas quitter leur travail avant que la tâche pour laquelle ils ont été engagés ne soit réalisée. Donc, ils devront aller jusqu'au bout de leur contrat. Mais donc, ce ne sera plus le laisser-faire, le laisser-aller de la libre entreprise capitaliste qui sera par la suite la règle du jeu en France. Car on peut bien dire que dans le domaine de l'imprimerie, on assistait à la fin du XVe siècle et au début, dans le premier tiers du XVIe siècle, à un véritable capitalisme sauvage. Maintenant, il faut savoir que l'imprimerie fait graviter autour d'elle toute une série de métiers. Alors, quels sont ces métiers? Il y a tout d'abord les typographes. Je vous ai dit que les typographes, ce sont des ouvriers, mais des ouvriers qualifiés. Parce qu'effectivement, pour composer un texte, il faut savoir lire, bien entendu. Non seulement savoir lire, mais il faut savoir lire et écrire sans faute, pour que le texte ne soit pas, évidemment, infecté par une mauvaise orthographe, d'autant plus que quand vous imprimez en de nombreux exemplaires. Ces typographes vont d'ailleurs jouer un rôle très important dans les mouvements sociaux au XVIe siècle, et je vous dirais même pendant les siècles qui vont suivre. Pensez
qu'au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, ce sont les ouvriers typographes qui vont être à l'origine de grèves très importantes à l'époque où les ouvriers vivaient une misère noire, et ils sont souvent les agitateurs et ceux qui vont canaliser le mouvement ouvrier. Dans un premier temps, je dis bien. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce sera plus le cas, parce que là, vont se former des syndicats de masse. Mais dans un premier temps, les premiers syndicats, je dirais, et associations professionnelles d'ouvriers dans la première moitié du XIXe siècle sont menés par des ouvriers typographes. Je vous citerai tout simplement le rôle de Pierre-Joseph Proudhon, le fondateur de l'anarchisme. Alors, outre les typographes, vous avez évidemment les encriers. Eux ne coûtent pas cher. Les typographes, c'est autre chose, puisque, je vous ai dit, ils doivent avoir quand même une formation et avoir été en apprentissage, souvent entre 2 et 5 ans. Ils ont parcouru, pas la France, mais en tout cas, ils ont été chez plusieurs imprimeurs précédemment, avant de pouvoir avoir un contrat relativement stable. Il y a également, à côté de ça, les ouvriers qui actionnent les presses. Alors là, ce sont des gens très forts. Faire tourner une presse, les bras d'une presse, vous savez, c'est donc 4 bras que l'on doit tourner, et c'est extrêmement dur à tourner ça. Il faut presque avoir le physique d'un marin, et pour pouvoir tourner ces grandes presses de l'époque, ça n'a plus rien à voir avec le métier d'imprimeur tel qu'il existait encore dans la première moitié du XXe siècle. Les pages étaient imprimées les unes après les autres, rien à voir avec l'édition électronique de nos jours. Il y a également toute une série d'autres personnes qui gravitent. Alors, bien entendu, il y a les imprimeurs eux-mêmes, c'est-à-dire les maîtres, c'est-à-dire les patrons. Ces patrons qui peuvent être aussi, mais pas toujours, éditeurs. Souvent, il y a une distinction entre l'éditeur, qui est le bailleur de fonds, c'est-à-dire le financier, le capitaliste vraiment, qui va essayer de trouver des auteurs et de publier des livres qui sont rentables. C'est un petit peu comme dans le domaine du cinéma, si vous voulez, la différence entre donc l'éditeur et le libraire, c'est la différence entre le producteur et le réalisateur d'un film. Le producteur, c'est le financier, celui qui met l'argent, tandis que le réalisateur, c'est le concepteur sur le plan artistique. Alors le libraire, lui, il vend des livres. Donc, vous avez bien compris qu'il faut distinguer d'une part l'imprimeur du bailleur de fonds qui est l'éditeur et enfin le libraire. Parfois, certaines de ces professions sont groupées, mais pas toujours. Alors, il faut encore faire connaître les livres que l'on publie. Il faut donc des prospecteurs, des gens qui vont aller dans les universités, qui vont aller chez les libraires, qui vont aller, je dirais, auprès des évêques, auprès des tribunaux, pour faire connaître ce que l'on va appeler bientôt le catalogue de l'éditeur. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de professions qui se mettent en place. Alors un livre, ça coûte cher. Un livre, ça coûte cher. Vous devez vous dire que jusque dans les années 1490, on sortait entre 200 et 300 exemplaires. Et à partir, par édition, et à partir de l'extrême fin du XVe siècle et dans le courant du XVIe siècle, un tirage moyen est de
1500 voire 2000 exemplaires. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce sont les tirages moyens que l'on rencontre. On va avoir, à titre tout à fait exceptionnel, parfois 2500 exemplaires, voire 3000, mais c'est relativement rare. Il y aura toutefois un certain nombre de best-sellers qui ont été étudiés en particulier par Robert Darnton, comme la grande encyclopédie qui est publiée à partir de 1751 au XVIIIe siècle, encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert, qui va connaître un grand succès et qui sera publiée sous l'adresse de Neuchâtel. Voilà donc un certain nombre de considérations qu'il faut avoir en tête, à la fois quant à l'histoire de l'imprimerie, dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte économique et social déterminé. Maintenant, on va voir qu'un certain nombre de problèmes vont se poser à partir du moment où l'imprimerie commence son destin. Car, à partir du moment où vous pouvez imprimer, vous pouvez également tricher, et c'est ce qui se passe d'ailleurs à l'heure actuelle avec Internet, c'est-à-dire voler le produit du travail ou des fonds investis par un éditeur et essayer de vous-même vous graisser la patte et de vous enrichir facilement. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a moyen de télécharger très facilement des films, des chansons, et bien entendu, le producteur du film, les artistes ne peuvent pas donc profiter. Et donc c'est un manque à gagner pour eux. Il existe bien des associations comme la SABAM qui est chargée en Belgique de reverser, comment dirais-je, pour les produits déclarés en tout cas, par exemple lorsqu'une chanson passe à la radio, eh bien l'auteur a droit évidemment à un certain montant puisque l'on utilise son œuvre. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il est interdit de reproduire des livres parce qu'il y a des droits d'auteur, il y a ce qu'on appelle un copyright, hein, c'est un tissé dans un cercle qui se trouve sous la page de gauche avant la page de garde, et il est bien indiqué à qui appartiennent les droits d'auteur. En général, c'est un éditeur qui a racheté les droits d'auteur donc à un écrivain ou à un savant. Et donc, dès le XVIe siècle, il y a des contrefaçons. Alors une contrefaçon, c'est quoi? Bien, ça veut dire c'est un éditeur indélicat qui reprend le texte écrit par quelqu'un d'autre, donc la composition est là, évidemment il n'y a pas de photocopie ou de procédé de scannage à cette époque-là, on est bien d'accord, mais donc il suffit de reproduire à l'identique ce qui a été déjà fait par quelqu'un d'autre, et donc, bien entendu, il va falloir recomposer le texte, mais vous avez un modèle, tout est là, et en plus de ça, vous prenez les idées et le texte d'un auteur, donc ce n'est pas seulement l'éditeur qui est grugé, ou l'imprimeur, c'est l'auteur lui-même. Donc il va falloir très rapidement réglementer cette profession de telle manière qu'on ne puisse pas impunément utiliser le travail d'un autre. Donc parce qu'il y a des enjeux financiers importants derrière tout ça, sans parler évidemment de la propriété littéraire et intellectuelle. Un système va donc être inventé, c'est ce qu'on appelle le système du privilège. Quand un éditeur publie un livre, il va demander à l'autorité régalienne un privilège, c'est-à-dire d'avoir le monopole de l'impression de ce livre pour une période estimée la plupart du temps
moyenne à une dizaine d'années, et qui fait que toute contrefaçon, pendant cette durée, elle sera sanctionnée, bien entendu. Vous imaginez bien qu'il y a moyen de contourner, évidemment, cette législation, tout simplement, en donnant des dates qui ne correspondent pas, qui précèdent, par exemple, en antidatant sur la page de garde l'édition d'ouvrage. Donc, imaginez, vous avez un éditeur qui a un privilège pour, je dirais, allez, la période qui va de 1560 à 1570, eh bien, vous publiez l'ouvrage en 1565, mais vous l'antidatez et vous indiquez qu'il a été publié en 1500, je ne sais pas, moins 3 ans avant le début du privilège, je ne sais plus quelle date j'ai donnée il y a un instant, mais enfin, vous mettez 1552. Voilà. Donc, évidemment, il faut que l'ouvrage ait pu avoir été sorti, mais vous pouvez antidater. Et donc, vous pouvez tromper. Les contrefaçons, vous savez, à l'heure actuelle, elles sont rares à ma connaissance dans le domaine du livre imprimé. Il y en a certainement, mais c'est surtout maintenant dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, que l'on trouve ces duplications, ces diffusions tout à fait illégales. Et je ne parle même pas du domaine textile. Vous savez que si vous allez dans certaines régions d'Asie, eh bien, on vous fabrique des vêtements Lacoste, des parfums Dior et autres, hein, qui, évidemment, n'ont strictement rien à voir avec la firme de départ. Et bon, ce sont des contrefaçons. D'ailleurs, si elles arrivent dans nos régions, à l'aéroport ou dans les trains, il y a des services spéciaux de douane qui sont chargés de les réduire en poussière avec un bulldozer, enfin avec un rouleau compresseur. Voilà. Même chose pour les montres, par exemple, les téléphones portables, entre autres choses. Voilà. Alors, à côté de ces privilèges et contrefaçons, ou plutôt, je vais peut-être d'abord expliquer pourquoi le pouvoir central est rentré dans cette politique-là. Parce que le pouvoir central, à l'époque de la monarchie absolue, a besoin de contrôler la production pour éviter qu'il y ait des gens qui publient des textes qui vont à l'encontre de l'idéologie dominante, de l'idéologie officielle. Donc, c'est un moyen de contrôle. Ensuite, accorder un privilège permet au pouvoir d'avoir de l'argent, parce que ça se paye l'octroi d'un privilège. Alors, maintenant j'en arrive à un autre aspect qui est celui de la censure et de la propagande. Vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 1539, François Ier va réglementer l'industrie du livre. Je vous rappelle aussi que c'est en 1539 que François Ier publie l'ordonnance de Villers-Cotterêts, près de Paris, qui oblige les juridictions à publier tous les édits en français. Si le roi, et ce n'est pas seulement en France, ça va être le cas également dans d'autres pays, veut que sa législation soit respectée, il faut qu'elle soit connue par tous. Et c'est un principe élémentaire de la législation, encore à l'heure actuelle, que l'on fasse la publicité des lois. Une loi qui n'a pas été rendue publique est caduque. Elle ne peut être exécutée. C'est une mesure essentielle dans le cadre du processus législatif. Après qu'une loi ait été votée par une assemblée, sanctionnée en Belgique par les ministres, promulguée par le roi, contresignée par un ministre, il faut évidemment que la loi
soit rendu public. Et d'ailleurs, maintenant, ce n'est plus publié sous une forme papier, mais le Moniteur belge est accessible par Internet, de la même manière que le journal officiel en France, qui est l'équivalent de notre Moniteur, où se retrouvent rassemblées tous les jours toutes les lois, ordonnances, décrets, y compris la publication des statuts des sociétés, où l'on trouve également les places vacantes dans les administrations publiques, etc., etc. Donc c'est une mesure essentielle. Mais à côté de cet aspect, je dirais, diffusion des ordres du pouvoir, il y a également la propagande. Quand vous êtes dans un pouvoir qui prétend tout détenir, tout diriger, eh bien, ce pouvoir veut évidemment faire son auto-publicité, ce qu'on appelle de la propagande. Vous pensez bien que la monarchie absolue ne s'en est pas privée. Et donc, les livres, l'imprimerie, le monde de l'imprimerie va être mis évidemment à contribution pour diffuser la propagande royale. Pensez au XVIIe siècle à l'importance de ces écrivains et de ces écrivaillons, souvent, qui mettent leurs plumes à disposition des gouvernants pour leur passer la brosse à reluire. Il y a un auteur américain qui s'appelle Horace Tranum, qui a publié un livre qui s'appelle Artisans de gloire, et qui travaille sur les écrivains et surtout les historiens qui, à l'époque de Louis XIII et Louis XIV, étaient chargés de faire la publicité et l'apologie de leur souverain. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pensez tout simplement aux événements qui se déroulent en Égypte depuis maintenant un peu plus de 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le président Moubarak, qui est toujours président aujourd'hui, puisqu'hier il a annoncé à la télévision qu'il restait en place jusqu'à la fin de son mandat, même si sa fonction était vidée de son pouvoir, puisque c'est le vice-président qui va assumer sa charge, dans la réalité des faits. Eh bien, la télévision, jusqu'hier, justement, était aux mains du pouvoir. Et donc, ce que les Égyptiens voyaient à la télévision d'État, c'est évidemment ce que le pouvoir laissait transparaître. Vous pensez bien que quand il y a des émeutes ou des manifestations, soit on ne les montre pas, soit on les minimise, et si on les montre, on les présente toujours sous un jour défavorable aux manifestants, considérant que ce sont des gens qui vont amener le chaos, qui vont casser les fenêtres, les vitrines des commerçants, de la classe moyenne, et donc c'est faire peur justement à ceux qui aspirent à l'ordre. Le procédé s'est passé en Tunisie il y a un mois, vous l'avez peut-être remarqué. Donc toutes les dictatures, depuis toujours, les pouvoirs forts ont cherché à contrôler les médias. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé au siècle passé, au XXe siècle, à l'époque de Staline, à l'époque de Mussolini, à l'époque d'Hitler. Les dictatures ont été extrêmement nombreuses, un petit peu partout dans le monde, et le sont encore. Donc là, je crois que les exemples, vous les trouverez à l'infini, hélas, je dirais bien. Alors, la censure, dont je suis en train de parler pour l'instant, est extrêmement forte, même si certains la contournent. Il y a une censure politique, dont je vous parle maintenant, qui est le versant négatif de la propagande, mais vous avez aussi la censure religieuse. Alors la censure religieuse, en Europe occidentale, on la trouve aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Le protestantisme a été certainement une grande révolution intellectuelle pour l'Europe occidentale. Grâce au libre examen, qui va être une méthode pour lire
les textes sacrés, et qui va permettre plus tard de regarder d'un œil neuf, d'un œil tout à fait critique, tout ce qui est dit ou écrit par quiconque. Le libre examen est à l'origine de la critique historique, mais tout simplement à l'origine de la révolution scientifique du XVIe et XVIIe siècle. Pensez bien qu'il a fallu beaucoup de courage à toute une série de penseurs, de savants, y compris catholiques d'ailleurs, pensez à Copernic ou à Galilée, pour remettre en question l'ordre de l'univers. Eh bien, l'Église catholique et les églises protestantes vont se saisir de la censure pour que les écrits qui sont publiés dans les territoires où qu'elles contrôlent, eh bien, respectent, je dirais, la bien-pensance et le dogme. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, la liberté de conscience n'existe pas. En effet, le prince en Allemagne, en 1555, dans l'Empire, on se met d'accord et publie ce que l'on appelle la confession d'Augsbourg. C'est-à-dire que, dorénavant, les habitants d'une région devront pratiquer la religion de leur prince. Donc, si en Allemagne, vous vous trouvez en Bavière et que le duc de Bavière est catholique, vous devrez être catholique et pratiquer ce culte-là. Si maintenant vous habitez en Saxe, et c'est le cas, et que le duc de Saxe est luthérien, eh bien vous devez pratiquer le luthéranisme. C'est le principe cuius regio, eius religio. Ça veut dire à chaque région sa religion. Donc, l'intolérance est la règle au XVIe siècle, et au XVIIe et au XVIIIe siècle aussi. Je vous renvoie à la révocation des Nantes, enfin, je pourrais vous donner des exemples très multiples, y compris dans les États protestants, que ce soit en Suisse, dans la République théocratique de Genève, avec Calvin et Théodore de Bèze, ou dans l'Allemagne du début du XVIIe siècle, lors des luttes entre les Arminiens et les Gomariens, par exemple. Et je ne parle même pas de l'Angleterre à l'époque de Cromwell, donc dans les années 1648, 1658. Alors, pour l'Église catholique, cette censure va être appliquée avec fermeté. Vous savez que entre 1545 et 1564 a lieu, ou se tient dans la ville de Trente, au nord de l'Italie, un concile très très important. Ce concile est destiné à s'opposer au progrès du protestantisme et de récupérer au profit du catholicisme les ouailles qui avait changé de camp. Ce concile de Trente s'est tenu en plusieurs sessions, donc on ne s'est pas réuni pendant 18 ou 19 ans d'affilée, bien entendu. Et un certain nombre de mesures sont prises, et c'est ainsi qu'en 1564, Pie IV fait publier l'index officiel de l'Église romaine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'index? L'index, c'est une liste des livres interdits. Interdits pour les catholiques. Donc, le titre complet de ce livre s'intitule Index Librorum Prohibitorum. Donc, la liste des livres prohibés, interdits. Alors, dans cet index, on trouve non seulement des ouvrages qui ne vont pas dans le sens de la doctrine romaine, c'est-à-dire dans le sens des canons qui ont été définis par le Concile de Trente,
mais on y trouve aussi des ouvrages obscènes, érotiques, et des livres qui ne répondent pas aux bonnes mœurs. Mais donc l'essentiel, ce sont quand même des ouvrages qui sentent le soufre sur le plan de la doctrine religieuse. À cette époque-là, il y a un bras armé pour le Vatican. C'est l'Inquisition. Alors l'Inquisition remonte au XIIIe siècle. Elle a été inventée lorsque l'hérésie cathare s'est développée dans le sud de la France. Un ordre en particulier, mais pas exclusivement, parce qu'il y a aussi les franciscains, va s'occuper de l'Inquisition, ce sont les dominicains. Alors l'Inquisition, de triste mémoire, c'est au fond l'ancêtre, je dirais, des polices secrètes, des régimes totalitaires du XXe siècle, comme le KGB, comme la Gestapo, ou comme, dans les régimes d'Europe centrale et orientale, au choix, la Stasi en République démocratique allemande, ou la Securitate en Roumanie. Alors, il y avait des délateurs, évidemment. On pouvait être accusé sur base d'une délation, ou tout simplement parce que, à partir d'un livre, on supposait que derrière un langage un petit peu subtil se cachait un hérétique, un protestant, voire un athée. Le pire des crimes était d'être accusé d'athéisme. Les bûchers, hélas, ont fonctionné pendant tout le XVIe siècle et encore dans le premier tiers du XVIIe siècle en France. Les derniers bûchers ont disparu seulement, tenez-vous bien, qu'au début du XIXe siècle en Espagne. L'Inquisition espagnole était certainement une des plus terribles. Pourquoi? Parce que en Espagne, le pouvoir religieux et le pouvoir politique se tiennent main dans la main et que l'absolutisme royal espagnol s'est constitué, s'est construit sur une identité nationale étroitement liée à l'Église catholique. Je vous renvoie d'ailleurs au régime franquiste jusqu'en 1975, donc dans l'Europe, dans l'Espagne contemporaine. Le pouvoir était très lié, évidemment, au clergé. Voilà pour la censure. Alors maintenant, quelques éléments liés à, je réfléchis un petit peu, à l'apparition d'un phénomène nouveau, ce sont les périodiques. Alors il existait des périodiques déjà au XVe siècle en Italie que l'on appelait des avvisi, A-2-V-I-S-I, avvisi. Ces avvisi, que l'on publiait à Venise entre autres, étaient destinés à informer les voyageurs, surtout les marchands qui faisaient du grand commerce. N'oubliez pas que Venise est une plaque tournante du commerce international à cette époque-là, du prix des denrées, également de la situation politique des pays où ils allaient se rendre. C'est des choses qu'il faut savoir, évidemment, quand on fait du commerce. Dès la fin du XVe siècle, certains de ces advisi, qui étaient manuscrits jusqu'alors, vont être imprimés, mais ils connaîtront un rythme de parution tout à fait irrégulier. D'ailleurs, le mot « gazette » que l'on utilise à l'heure actuelle
vient d'une petite monnaie vénitienne qui s'appelait gazzetta et qui était le prix que l'on payait pour avoir l'une de ces feuilles. Donc la gazzetta est une pièce de monnaie à l'origine. Donc ces gazettes ou gazzette en italien, en vénitien, ne sont rien d'autre que des feuilles volantes à l'origine, mais imprimées. Le XVIe siècle va connaître, ou va permettre à l'imprimerie, dans le domaine des périodiques, de connaître un envol certain lorsque les souverains, et je vous en ai parlé tout à l'heure, vont publier ce que l'on appelle des placards. Alors, je vous ai parlé de François Ier tout à l'heure, mais dans les Pays-Bas, donc dans nos régions, qui jusqu'au troisième quart plutôt du XVIe siècle sont unis avec les Pays-Bas du Nord, donc, puisque c'est à la fin du XVIe siècle que les provinces unies se forment en tant que république fédérale, fédérative, eh bien, ces placards sont abondamment utilisés par le pouvoir central pour faire connaître la volonté du roi. Donc les gouverneurs des Pays-Bas espagnols à l'époque de Philippe II les utilisent. Déjà à l'époque de Charles Quint, on les utilisait entre autres contre les protestants. En France, on trouve à la même époque, d'ailleurs aussi, déjà des petits des pamphlets qui correspondent un petit peu à des canards. Dans le même genre, au XVIIe siècle, au moment de la fronde contre Mazarin, qui était le premier ministre de Louis XIV, qui était alors mineur, donc à l'époque de la régence d'Anne d'Autriche, de nombreux pamphlets ont circulé, donc entre 1648 et 1651, que l'on appelle des mazarinades. Ce sont en fait des pamphlets qui étaient publiés par des imprimeurs sous manteau. Je dis bien sous manteau, parce que pensez bien que c'était tout à fait interdit à cette époque-là, mais nous sommes dans une période où la monarchie absolue vacille sur ses bases, lors de la fronde des princes et de la fronde parlementaire que la France connaît à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez vu les informations hier à la télévision, mais cette révolte de tous ces magistrats contre le pouvoir central, contre les propos de Nicolas Sarkozy. La plupart des tribunaux en France sont en grève, d'ailleurs pour l'instant, ils ne traitent que les affaires urgentes. Eh bien, la fronde parlementaire, c'est rien d'autre qu'une fronde des magistrats qui se sentent atteints, alors là, au milieu du XVIIe siècle, dans leurs privilèges, ils se sentent menacés et ils veulent défendre des droits qu'ils avaient acquis, comme le droit d'enregistrement et le droit de remonstrance des ordonnances royales. Alors, la littérature sous le manteau va connaître encore de beaux succès, en particulier sous le règne de Louis XVI. Et j'ai lu un jour un livre d'un auteur américain qui expliquait que une des causes de l'émotion de l'opinion publique en 1789, c'est certainement le fait qu'elle avait été préparée par une littérature sous le manteau où étaient racontés des récits érotico-pornographiques concernant la cour de Versailles, et que donc ça aurait discrédité Louis XVI, mais surtout, pas tellement Louis XVI, parce qu'il n'était pas véritablement un foudre en la matière, mais surtout sa femme, Marie-Antoinette, donc l'Autrichienne. Voilà. Alors, parallèlement à tout cela, se développe alors une littérature périodique littéraire, ou, enfin, c'est un pléonasme que je viens de faire, une littérature, je dirais, liée à l'esthétique, ou au potin, ou encore une littérature périodique savante.
Il y a tout d'abord un premier périodique régulier qui est publié à Anvers, en Belgique, donc, dans les Pays-Bas espagnols à l'époque. C'est l'époque entre 1598 et 1521 où règnent les archiducs Albert et Isabelle, où Abraham Verhoeven publie donc une première feuille périodique qui paraît toutes les 2 semaines. Donc c'est le premier périodique au sens strict, puisqu'avant ce ne sont pas des périodiques, en fait ce sont ce ne sont pas des journaux non plus, ce sont des feuilles qui paraissent de manière tout à fait irrégulière. Donc si on veut être strict dans la terminologie, on ne peut appliquer le terme périodique, c'est-à-dire ce qui revient tout à fait régulièrement, qu'à partir de 1602. D'autres périodiques vont paraître par la suite, en particulier en France. Le fameux journal de Théophraste Renaudot, qui va être le journal officieux du pouvoir de Richelieu, donc à partir des années 1630, je dirais, 1640. Vous aurez également le Mercure galant, qui s'appellera plus tard le Mercure de France, qui va être publié par Donneau de Visé, et vous allez avoir ainsi toute une série d'autres journaux, je dirais, mondains, qui vont paraître, mais contenant des informations officielles. Donc ce sont l'ancêtre véritablement de nos journaux. En France, dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, paraissent aussi des ouvrages, des périodiques savants, comme le Journal des savants, justement, qui est publié à partir de 1660 et qui est toujours publié à l'heure actuelle par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce sont des articles donc érudits qui sont publiés par cette académie, dans le Journal des savants. Au XVIIIe siècle, vous allez avoir aussi un périodique publié par les jansénistes, qu'on appelle les Nouvelles ecclésiastiques. Vous trouverez aussi un périodique publié par les jésuites, le Journal de Trévoux. Alors, ce qu'il faut retenir, je dirais comme date très importante, c'est en 1789, le 26 août, lorsqu'est proclamée la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce célèbre texte, on trouve la notion de liberté d'expression. Donc, référez-vous à ce texte fondamental qui est en fait le résultat de combats nombreux qui avaient été menés dans les siècles précédents, qui avaient conduit certains au bûcher. Et donc, je vous renvoie, vous, ici étudiants de deuxième, au film que nous sommes en train d'analyser parallèlement à la leçon que je vous donne maintenant. C'est le film d'André Delvaux qui s'intitule « L'œuvre noire », tiré du roman du même nom de Marguerite Yourcenar. Ce roman, L'œuvre noire, raconte l'histoire de Zénon, qui est au fond un athée, stoïcien dans sa philosophie, qui se réfugie dans un couvent à Bruges et qui risque évidemment gros parce qu'il a publié dans le passé des ouvrages interdits. Tous ces ouvrages ont été brûlés sur le bûcher et on le voit lors d'une scène, dans une scène de ce film, en train d'être désespéré parce qu'il dit « tout ce que j'écris chaque fois va disparaître, va être brûlé ». Et donc nous devons nous rendre compte de l'importance et de la chance, c'est plutôt un droit qui a été durement conquis, de pouvoir publier, de s'exprimer sans risquer, je dis bien chez nous, la censure. Voilà.
je ne vais pas m'étendre davantage sur l'histoire de l'imprimerie, ou plus exactement sur l'histoire du livre imprimé, puisque tel était mon propos. Je n'ai pas cherché à vous expliquer l'histoire d'une technique, mais surtout à vous montrer dans quelle mesure l'imprimerie a constitué une véritable révolution intellectuelle dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il a permis à tout un chacun, quand c'était possible, avec la réserve que je viens d'exprimer tout à l'heure, ces idées à une grande diffusion. Et ce n'est que tout récemment que ce procédé de l'imprimerie a été détrôné, depuis une bonne trentaine d'années maintenant, tout doucement, mais maintenant sûrement, par l'informatique et par l'Internet. Alors je vous montre quelques ouvrages pour terminer. Alors tout d'abord, pour vous montrer que le livre imprimé est dans la continuité des livres manuscrits du Moyen-Âge. Les premiers livres imprimés, en effet, ne sont que des reproductions de ces livres manuscrits. On y trouve des rubriques. Vous savez ce que c'est qu'une rubrique? C'est la première lettre d'un paragraphe ou d'un chapitre qui est peinte en rouge. Le mot rubrique vient du mot ruber en latin qui veut dire rouge. Et dans les premiers livres imprimés, on trouve la rubrique, les rubriques de la même manière. On trouve également des cases, en tout cas au XVe siècle, qui sont encore peintes à la main dans les livres imprimés. On trouve donc encore des enluminures dans les premiers livres imprimés, et tout cela est bien expliqué dans le livre de Jacques Lemaire, que vous connaissez sans doute, puisqu'il présente l'émission le samedi matin ou dimanche matin, La pensée et les hommes. C'est une émission qui dure une demi-heure et dans lesquelles Jacques Lemaire reçoit des invités, des intellectuels ou des acteurs du terrain. Donc, introduction à la codicologie, et ça a été publié à Louvain-la-Neuve en 1989. Vous voyez évidemment ici un moine, vraisemblablement. Non, c'est pas un moine, parce qu'on est dans une chambre privée, mais donc un scribe qui est en train d'écrire donc sur vraisemblablement du parchemin, c'était déjà du papier à cette époque-là d'ailleurs. Alors, de Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins, au Moyen-Âge bien entendu sur du papier, et par la suite, à partir du XVe siècle, grâce à l'imprimerie. Alors voici le petit livre, enfin petit ici parce que j'ai une édition dont le format est réduit, La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, qui en 1602 explique que l'imprimerie est une des trois grandes découvertes des temps nouveaux et qui conduisent à une nouvelle période. Donc ici, je vous montre l'édition en 1001 nuits, parce qu'elle est très bon marché, ça coûte 2,50 €. Voilà. Je signale aussi pour ceux que ça intéresserait que celui qui fut mon maître, Roland Craé, en a donné une édition à l'Académie royale de Belgique qu'il faut utiliser sur le plan scientifique, bien entendu. Alors, de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, l'apparition du livre, en fait c'est toute l'histoire du livre pendant la période que j'ai considérée aujourd'hui, c'est-à-dire du XVe au XVIIIe siècle. C'est un grand classique. Alors, d'Elisabeth Eisenstein, qui est une historienne américaine, la révolution de l'imprimé à l'aube de l'époque moderne, en pluriel chez Hachette. D'Henri-Jean Martin, déjà cité, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel, dans son dernier format, Histoire et pouvoir de l'écrit, avec la collaboration de Bruno Delmas. De Robert Mandrou, qui a enseigné à Paris, à Nanterre,
décédé en cours de carrière, de la culture populaire au XVIIe et XVIIIe siècle chez Stock. En fait, il s'intéresse à la littérature de colportage. Donc, à partir du XVIIIe siècle, au XVIIe, mais surtout XVIIIe siècle, on commence à vendre, ce sont des colporteurs qui le font, des feuilles qui racontent toute une série de nouvelles. Mais pas seulement des nouvelles, aussi, on y trouve aussi des contes, hein, par exemple les contes de Perrault. Alors, n'oubliez pas que, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, que le protestantisme a joué un rôle majeur dans la diffusion de la lecture en obligeant les fidèles à se référer directement aux textes sacrés et de ne plus passer par l'intermédiaire d'un clerc, d'un prêtre, comme c'était le cas chez les catholiques, ce qui explique évidemment l'évolution beaucoup plus importante dans le domaine intellectuel dans les pays protestants que dans les pays catholiques qui sont restés très longtemps analphabètes. Hein. Je parle de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, hein, alors que les pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme les pays scandinaves ont pris une avance tout à fait considérable. De Robert Dalton, que je vous citais tout à l'heure, L'aventure de l'encyclopédie, un best-seller au siècle des Lumières, chez Perrin. De Daniel Roche, qui a enseigné pendant quelques années au Collège de France les Républicains des Lettres, gens de culture et lumière au XVIIIe siècle. C'est en fait un recueil de chapitres qui sont rien d'autre que des articles en fait sur des thèmes divers. Sur l'Inquisition de Guy et Jean Testas, un ouvrage du même nom aux presses universitaires de France. De Bartholomé Benassar chez Hachette, l'Inquisition espagnole, 15e, 19e siècle. De John Milton, le grand poète et polémiste du XVIIe siècle. Alors, il écrit un ouvrage en anglais, ici présenté en collection bilingue chez Aubier-Montaigne, pour la liberté de la presse, sans autorisation ni censure. Évidemment, il écrit en Angleterre. Hein. Dans les pays catholiques, ça n'aurait pas été possible. Et même en Angleterre, c'était très courageux, parce que la censure existait, mais elle était beaucoup plus lâche. Alors, un ouvrage ancien pour nos régions, La censure dans les Pays-Bas autrichiens, d'André Putmans. Alors, dans cet ouvrage, vous trouvez au début un chapitre sur la censure dans nos régions, donc au XVIe et XVIIe siècle. Enfin, je vous conseille de lire de Philippe Ardant, pas seulement pour le sujet dont j'ai traité aujourd'hui, mais d'une manière plus générale, les textes sur les droits de l'homme, en que sais-je. Maintenant, dans le domaine de l'histoire, de la sociologie de la littérature, donc, sur la naissance de l'écrivain et donc de la place et du statut de l'écrivain au XVIIe siècle, d'Alain Viala, Naissance de l'écrivain, dans la collection Le Sens commun aux éditions de Minuit. C'est un ouvrage qui suit les théories de Bourdieu. Alors, de Jauss, pour une esthétique de la réception chez Gallimard, qui concilie, je dirais, à la fois la thèse marxiste selon laquelle la littérature est le reflet de l'infrastructure économique et sociale, et d'autre part l'approche formaliste de la littérature, donc celle de l'art pour l'art. Alors, de Pierre Bourdieu, que je vous ai cité il y a quelques instants, ce grand sociologue français, les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire, en seuil, point. Alors, Pierre Bourdieu est l'inventeur de la notion de champ littéraire, et son objet d'étude dans ce livre, c'est Flaubert. Enfin, d'un autre penseur important des années 60 et 70, Roland Barthes, astémiologue donc, qui a enseigné au Collège de France,
le degré zéro de l'écriture. C'est donc aussi la sociologie de la littérature et qui, comme les autres ouvrages que je viens de vous montrer, s'intéresse à la réception de l'œuvre littéraire. Voilà, j'ai dit.